Je commence déjà en rigolant parce que voilà, on enregistre un petit peu tardivement, on a un peu papoté entre nous. On était en train avec mes petits camarades de réfléchir. Tiens, 488, ça évoque quoi? L'un des deux a une idée. On va voir laquelle. Épisode 488, enregistré le 2 avril, lendemain de 1er avril. C'est un mercredi. Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter les technos. Mes petits camarades de la semaine sont d'un côté Sébastien. Salut Sébastien. Hello. De l'autre côté Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Et tu me disais, Aurélien, hors enregistrement, que ce chiffre, 488, t'évoquait quelque chose de manière très spontanée, très naturelle. Oui, voilà. Non, parce que j'ai regardé, il y a des sites qui prennent tous les nombres et qui vous les tordent dans tous les sens pour vous trouver des trucs. Oui. Et j'ai regardé hier que 488, c'était 404 en base 11. Alors 404, ça parle beaucoup à nous. Parce que on se rappelle de l'épisode 404. Voilà, on se souvient de l'épisode 404. Ouais. Et donc, si vous comptez en base 11, c'est-à-dire que vous comptez de 0 à B. Oui. Voilà. C'est rare quand même. 4, faut le faire. 4, 0, 4. Ah, ça peut. Il y a des applications, on compte dans les bases. Oui, il compte c'est comme ça qu'il compte les moutons, lui. Pour s'endormir. Tu vois. Voilà. Faire des rêves. Voilà. Voilà. Quand je fais des rêves et que je compte les moutons, je compte en base 11. En base 11, voilà. Si vous aussi, chez vous, vous comptez en base 11, je vous donnerai le numéro de téléphone. En base 11 d'Aurélien. D'ailleurs, numéro de téléphone d'Aurélien avec beaucoup de 4. Mais je vous le donnerai pas. Bon, assez rigolé. Quoique, on n'en sait rien. En général, un épisode, ça dure à peu près une soixantaine de minutes, donc on est parti pour les news que mes petits camarades ont choisi dans leur veille technologique de cette semaine. Alors, comme c'est écrit comme ça, évidemment, ça parle à pas grand monde. BSOD. C'est Black Screen of Death, l'écran noir de la mort, l'écran bleu de la mort. C'est ça. C'est l'écran bleu devient noir. Il devient noir. Voilà, c'était la news. Du coup, le Black is Black, c'est presque... Ouais. C'est un semi-message perso et ça, c'était Los Bravos. Voilà, c'est 1966. Ouais. Repris par Johnny Hallyday, d'ailleurs. Noir, c'est noir. Ouais. Mais je ne sais pas s'il a pris exactement la même parole, que ça n'a pas l'air. Jamais. C'est la musique qui reprenait. Les paroles, oui, c'est ça. Hein. Et le titre. Mais c'est tout. Et encore. Parce que le reste, c'était pas ça. Voilà. C'est pas du tout ça. Et donc, le BSOD qui devient le BSOD, c'est une blague, mais c'est pas une blague. En fait, pourquoi Microsoft fait ça? Ils ont déjà testé ça dans une Windows 11 preview par le passé, et c'était juste pour certains tester. Maintenant, ça va devenir officiel. C'est dans la prochaine Insider Preview, la 26123 et ce sera dans la release pour tout le monde sous Windows 11. Pourquoi? Parce que en fait, c'est ce fameux écran bleu quand vous avez un problème fatal sur votre machine, un fichier système pourri, un driver pourri ou quoi que ce soit, ou voilà, et ça a planté. Eh bien, ils essayent de faire quelque chose de plus lissé. Et donc, dans un effort de redesign, ils se disent que cet écran bleu, il fait quand même fort peur aux gens. Donc maintenant, ils vont avoir un écran tout noir qui dit bon, votre PC, il a eu un petit problème, et l'erreur qui était quand même assez grande maintenant sera en toute petite en dessous en disant bon il y a peut-être un problème dans tel fichier, mais ça va redémarrer, t'inquiète quoi. Peut-être. C'est le mode sombre. En même temps, si on a... Oui, c'est le mode sombre de l'erreur, effectivement, pour consommer moins. Ceci étant dit, ça fait quand même 40 ans qu'ils nous la foutent sous le pif, l'écran bleu, et donc après, ils s'étonnent que ça nous fait paniquer. S'ils avaient changé de couleur à chaque erreur, peut-être qu'on serait un peu plus zen sur les de couleur. Mais sur d'autres systèmes comme sous Linux, quand tu as un plantage, c'est un bel écran noir. Hein. Ah, aussi. Et avec un kernel panique, là, en général, c'est pas très sexy non plus, quoi. Hein. Quand tu vois un kernel panique, t'es pas fier. Non, mais t'as de la lecture. La lecture, oui. C'est clair que par rapport au style de Microsoft, c'est très épuré de
Il y a un souci, quoi. Oui. C'est ça. Houston, I have a problem. Mais non, mais c'est rigolo de penser à ça. Est-ce que c'est pas l'anniversaire de Microsoft, les 50 ans de Microsoft, il me semble. Si, il y avait des articles cette semaine. Ah ouais, il y a eu des articles, on va pas en parler, il y avait des articles. Donc, voilà, faut être honnête aussi. Je pense que la semaine prochaine, on fera un petit bilan de ce qui a marché ou de ce qui n'a pas marché chez Microsoft, parce qu'il y a certainement des choses à en dire. Oui, mais les claviers. Sébastien adorait les claviers Microsoft. Ah, ça, je sais. C'est voilà. Et j'en ai encore un sur mon bureau. C'est la vache. Oh là là. Ça, c'était le. Mince, je reviens plus sur le nom. C'était un designer qui avait fait ça pour Microsoft. Avec les mains écartées, là. Hein, c'était avec une césure au milieu. C'est comme si on avait deux claviers. Je ne crois pas si bien dire, c'est qu'un petit peu. Lâche-le-moi. Un tout petit peu plus loin sur mon desktop. J'ai un des tout premiers. Je pense que c'était la 2e ou 3e génération. Des Natural Keyboard. Natural Keyboard, c'est ça. Ces claviers qui... Et donc Microsoft avait un brevet là-dessus, donc pendant des années, personne n'a pu le copier. Et c'est ces claviers sur lesquels, effectivement, on dévie totalement la news, mais on s'en fout. Hein. Non, mais on reste dans chez Microsoft. Donc Microsoft, et c'est des claviers qui étaient toujours noirs, comme le BSOD. Et donc, l'énorme avantage de ces claviers, c'est que déjà, ils sont effectivement totalement incurvés. Et donc, quand tu mets tes mains, nos bras ne sont pas faits pour être droits. Et non, c'est ça, c'est une position naturelle, quoi. Deux demi-claviers qui sont face à toi, avec un petit trou au milieu où là, ça sert plus à rien, parce que de toute façon, t'as pas de 3e main au milieu. Et la barre d'espace, tu peux l'utiliser avec les 2 pouces. Ouais. En fait, si tu sais pas taper au clavier comme une dactylo un peu, t'es vite emmerdé, parce que tu vas... C'est ce que je veux dire. Ton doigt il va un peu dans tous les sens, mais ça te force à vraiment bien écrire avec les 2 mains. Ouais. Ça enlève... Pour beaucoup de gens qui ont une frappe de gendarme, hein, comme on dit, avec juste les index. C'est mort. Avec ce genre de clavier, c'est mort, ce qui est positif. Donc, quand tu achètes ce genre de clavier, en général, j'ai réussi à convertir 2 collègues à ça. Qui disaient j'ai mal un peu au bras, machin. Je dis change de clavier, prends un naturel, tu verras que... Et donc, des mois et des mois, et après ils disent ok, je vais essayer. Et ils sont maintenant, ils refusent de mettre autre chose comme clavier parce que l'effort d'adaptation est important, mais après tu as un tel confort pour écrire sur ton clavier. C'est souvent comme ça avec Microsoft. La courbe d'apprentissage est très compliquée. Très important. Mais au niveau hardware, ils faisaient des trucs qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et autre point de ce clavier qui est inhabituel, c'est que la plupart des claviers sont inclinés au niveau de ta paume vers les doigts en remontant. Ces claviers, ta paume est surélevée et les doigts descendent. Ce qui est normal, parce que là aussi, normalement, ton bureau doit être un peu plus bas. Donc tes mains sont dans le bon angle. Donc voilà, ça fait, je pense... j'ai commencé à avoir ces claviers fin des années 90. C'est là qu'ils ont eu les premiers. Et Logitech en fait maintenant aussi. Parce que tout le monde y va. Non, à part Logitech et Microsoft, je ne pense pas qu'il y ait autre chose. Mais voilà, il faut faire l'effort. Si vous avez mal aux poignets ou aux avant-bras, je vous engage à acheter ce genre de clavier. Et il y a la même chose dans les souris ergonomiques qui permettent de ne plus avoir la main plate, mais de pouvoir simplement la poser comme si vous preniez votre bière. Voilà. Parce qu'on est belge, hein, dit. Et donc tu prends ta souris et c'est beaucoup plus effectivement naturel, la souris, dans ce sens-là. Je pense que c'est aussi Logitech qui ont fait. Tout ça pour dire, n'hésitez pas à faire des pauses. Oui, mais même la position qui est toujours répétée. On pose quasi tous maintenant, toutes les professions derrière un PC pendant des heures et des heures. Ces positions nous donnent des fatigues qu'on peut éviter avec du matériel ergonomique, et ça coûte pas un avion de chasse, c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas très cher. Et quelque part, comme ça, on a un peu parlé des 50 ans de Microsoft en mettant en avant un des produits qui nous a marqué, enfin qui t'a marqué en l'occurrence, et peut-être qu'aucun autre site en a parlé, tu vois. Donc on respecte notre charte qui est d'essayer de parler des choses autrement. Voilà, on a imaginé faire un épisode en verlan par exemple, mais on n'est pas fort là-dedans. Ici, on a parlé de clavier, donc c'est faire aussi... Et de bière, pas la même occasion, c'est faire les choses autrement. Je sens que Aurélien, il est dépité dans sa tête, il s'en fout, c'est belge, ça ne va pas aller du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va voir ce qu'il a à nous dire, Aurélien. Ainsi font les microcontrôleurs.
Les microcontrôleurs fondent en taille comme neige au soleil, manifestement. Et c'est Texas Instruments qui signe ça. Oui. Alors, vous allez voir, il y a des choses nouvelles, mais tout n'est pas nouveau. C'était un Texas Instruments qui, lors du salon Embedded World, un gros salon qui a lieu à Nuremberg en Allemagne, où on présente tous les grands fondeurs, les circuits imprimés, tous ces gens-là se retrouvent dans ce congrès, a annoncé donc qu'un de ces microcontrôleurs, donc le MSPM0C1104. Alors, je ne connaissais pas ce microcontrôleur-là spécifiquement, mais c'est une chose assez classique, rien de bien fou. Je vais parler de ses caractéristiques après. Était disponible dans un package un petit peu spécial, puisqu'il est tout petit. C'est un DS-BGA. Alors, vous imaginez que ce petit composant-là, déjà c'est un BGA, ça veut dire qu'il a donc c'est un petit parallélépipède qui fait 1,8 par 0,8 mm. Donc 1,33 mm². Okay. Déjà, imaginez-le sur votre bureau, c'est pas gros. Non. Comme c'est un BGA, les pattes de connexion sont en dessous. Ce sont donc des demi-sphères qui sont situées sous le composant et qu'on vient donc poser sur des pattes du circuit imprimé avec de la pâte et qu'on vient souder directement. Des contacts de surface. Une fois, voilà. Donc ça veut dire que les pattes déjà ne dépassent pas du composant. Donc votre composant physiquement sur le PCB, il fait, sur la carte électronique, il ne fait pas plus de 1,33 mm², ce que j'ai dit. C'est très embêtant parce que c'est très difficile à débugger puisque vous n'avez pas accès aux pattes. Oui. Donc ça nécessite, c'est quand vous avez des contraintes d'intégration très très fortes que vous utilisez ce genre de trucs. Et donc, je vous ai dit, c'est un des packages de ce microprocesseur-là. Sachant que ce micro-là, il existe dans plein d'autres packages. Je vous ai mis en lien toute la datasheet, y compris des packages à 20 pattes. Donc là, on a parlé de 8 pattes, vous avez aussi à 20 pattes. Alors, on va s'en servir dans des applications où on va avoir des grosses contraintes d'encombrement, quand on veut quelque chose qui soit hyper miniature, ou dans des dispositifs médicaux, qu'on va venir, par exemple, invasifs, qu'on peut rentrer dans le patient. Et donc, dans ce tout petit grain de poivre, taille d'un grain de poivre, on a quand même un processeur ARM avec Cortex M0 à 24 MHz. Imaginez. On avait des PC il n'y a pas si longtemps qui étaient pas moins puissants que ça. Oui, c'est vrai. 1 kilooctet de SRAM, 16 kilooctets de flash pour mettre le programme dedans. Ça coûte 20 centimes. Moi, le prix des microcontrôleurs, ça m'attire toujours l'œil parce que je me dis que si on rapporte ça aux fonctions que ça peut faire, ça coûte rien du tout. Et donc, on a sur ce package-là une patte pour l'alimenter, 8 pattes. Donc, une patte pour l'alimenter, une masse et 6 autres pattes qu'on peut utiliser donc pour l'accès aux entrées-sorties. Donc des entrées-sorties, ça peut être quoi sur ce micro-là? Ça peut être un ADC. On a besoin de mesurer une tension analogique et la convertir en numérique, analog to digital converter. C'est un ADC de 12 bits, donc on peut déjà avoir une certaine finesse dans la mesure de tension qu'on peut mettre. On peut avoir évidemment des entrées-sorties tout ou rien, en 3,3 volts. Et puis, on a des bus standards I2C, SPI ou UART avec lesquels on peut dialoguer avec d'autres capteurs, d'autres périphériques qu'on mettrait sur le dispositif. On peut l'alimenter, alors je rentre un tout petit peu dans le détail, c'est fait pour des applications où on a besoin d'économiser pas mal d'énergie. On peut l'alimenter de 1,62 à 3,6 volts. Et on a un mode sleep, un mode donc, où on consomme très très peu d'énergie, dans lequel on va consommer jusqu'à 200 nanoampères, donc rien quoi. Il est toujours allumé, mais il est dans un mode veille dans lequel il va consommer 200 nanoampères. Donc voilà, Texas Instruments revendique qu'ils ont créé le microcontrôleur le plus petit, le plus compact au monde avec ce package-là pour un microcontrôleur qu'ils avaient déjà. Donc
Voilà, si vous vouliez être un de mes clients, ne me demandez pas d'intégrer un truc comme ça, ou alors on fera d'abord des protos sur des trucs avec beaucoup de pattes, hein, parce que c'est quand même assez complexe. Et puis une fois qu'on a tout développé sur le même micro avec plein de pattes, bah, on peut downsizer une carte ou refaire, ou enfin faire une carte en tous les cas plus petite et avec ce type de package là. Mais c'est clair que il faut vraiment avoir la problématique de la taille pour utiliser ce type de package-là. En tous les cas, c'est hyper intéressant et ça montre à quel point on peut maintenant trouver des microcontrôleurs dans tout et n'importe quoi, vu la taille que ça fait. Oui. On peut mettre de l'intelligence dans tout et n'importe quoi. Aussi petit soit-il. Aussi petit soit-il, voilà. Oui, oui. Et avec une faible consommation, ce qui est aussi pas inutile de rappeler en l'occurrence. On vous a mis la notice, évidemment, si vous cherchez sur les références, vous allez trouver plein d'articles qui en parlent en long, en large et en travers. Je sais que Sébastien avait un truc à rajouter, il me semble que j'ai entendu le début de ça. Oui, alors là, bien sûr, j'ai pas dit que ça allait être intelligent, mais du même acabit qu'un siphon fond, parce que moi, j'allais faire exactement la même, et donc, tu vois, à force, tu vois, donc, je rigolais intérieurement, même, sur le truc. Non, moi, je suis très content de savoir que le plus petit microcontrôleur du monde a un mode sleep. Parce qu'à partir du moment où il a un mode sleep, c'est parfait. Ouais. Oui, il est décent. Voilà. Non, évidemment, ça va parler à ceux les makers, ceux qui font des trucs et qui jouent du fer à souder. Alors là, c'est du fer à souder de précision pour le coup. Ça se colle. Hein, c'est qu'au four. Oui, c'est ça, en plus. Ouais. Donc, mais c'est très précis. Ça explique aussi beaucoup de choses sur certains appareils que l'on trouve maintenant, dans le médical, tu le disais, mais dans toute autre chose. On se dit, mais comment est-ce qu'ils ont arrivé à mettre tout ça là-dedans? Voilà, c'est justement avec ce type de composant-là qui est central dans un système. Sauf que le capteur, lui, fait 2 cm. Oui, c'est ça. La sonde fait 2 mètres et demi. Bah, voilà. J'ai jamais fait, mais je sais que il y a beaucoup d'applications où on a ce type de problème et on se sert, on a des problèmes d'encombrement et on se sert de PCB qui sont maintenant de plus en plus flexibles. On cherche à diminuer l'épaisseur des PCB, à faire des PCB flexibles. Vous vous rendez bien compte que plus le composant est petit, plus on va pouvoir tordre et flexible. Tu parlais du médical, moi je l'avaler. Tu peux l'avaler. Hein. Tu peux l'avaler aussi. Ah bah là, oui. Tu ne sentiras même pas. Mais là, il faut passer le patient au four. mais ceci étant dit, tu parlais du médical, mais il y a le sportif aussi. C'est un terrain glissant, Marc. Non, il y a le sportif aussi. Tu peux avoir on a des vêtements techniques maintenant qui permettent d'analyser les paramètres d'un sportif quel qu'il soit. Et là aussi, il faut être léger, pas très consommé parce que du coup, il faut des petites batteries de rien du tout. Donc gêner le moins possible l'athlète ou le sportif dans ses mouvements et avoir quand même des outils qui permettent de mesurer précisément différentes choses. Oui. Oui, mais toi, on connaît, hein, on a tous, quasi tous dans dans les podcasteurs, nous ici, fait au moins une fois une gastro dans notre vie, c'est pas le truc le plus fun. Donc si effectivement tu peux avaler une capsule et la rendre à ton médecin 2 jours plus tard, merci, il a bien servi. Je t'avoue que je serais vachement plus satisfait que de devoir... Enfin, en même temps, 20 centimes, je sais pas si je lui rends pas. Hein. À ce prix-là, franchement, c'est du consommable à ce prix-là. Ouais, bon. Ceci étant dit, tu en as une d'ailleurs, les bagues, maintenant, parce qu'il y a des bagues intelligentes. Oui, tout à fait, une bague connectée. Voilà, c'est pas beaucoup plus épais qu'une bague, quand même un petit peu plus, mais voilà, typiquement, là, on est dans la microélectronique. Un petit peu plus gros qu'un cavalier, comment on appelle ça encore, je sais plus. Une chevalière. Donc voilà, on est dans cet ordre-là aussi des fois de miniaturisation. Passionnant, ça mérite le détail et quand on a les specs et qu'on a fait un petit peu d'électronique, ça parle aussi. Et donc c'est vraiment effectivement particulier et intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au sujet suivant. Peut-être que ce genre de miniaturisation permettra de transporter des outils qui sortent de l'ordinaire et qui permettent, par exemple, de redonner la parole à des gens qui l'ont perdu. Des gens qui sont paralysés pour X raisons. C'est de cela dont tu vas nous parler, Sébastien. C'est ça, oui. C'est ça, donc tu commences ta paralysie. Et donc, on va t'aider. Alors, c'est un article qui vient
de régisseurs, effectivement, qui nous donnent parfois des news un petit peu différentes, on ne trouve pas dans tous les médias francophones, que j'adore. Et effectivement, le but de l'article que je présente ici, c'est redonner la parole à des gens qui ont perdu la capacité de parler pour différentes raisons, que ce soit paralysie ou maladie ou autre. Donc, ils n'ont plus la capacité de s'exprimer, et donc ils sont effectivement dans un trou par rapport à la société, parce que l'expression orale est l'expression des humains, écrire ou autre, ça nous prend quand même un peu plus de temps, et de toute façon, s'ils sont paralysés, écrire, c'est compliqué. Et donc ça, c'est des articles que je trouve, moi, toujours hyper passionnants, parce que les mecs essayent d'améliorer le quotidien d'autres personnes, donc il y a vraiment une forme d'empathie avec le reste de l'humanité. Et alors, c'est parti d'un projet de Facebook à l'époque, qui lui était plutôt dans un truc commercial. Et alors, un certain nombre de chercheurs se sont dit, eux voulaient faire un truc commercial pour savoir ce qui se passe dans ton cerveau, pour essayer d'avoir une nouvelle interface homme-machine. Nous, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus médical et d'essayer d'aller plus loin, parce qu'en fait, ils arrivaient à entraîner le réseau pour que on puisse reconnaître des mots et qu'on puisse avoir quelque chose, mais il fallait des secondes pour qu'on puisse reconnaître un mot, et donc c'était totalement inutilisable. Donc ici, on a une série de personnes, vous pouvez retrouver les noms dans l'article, le truc est cité directement, le papier du truc, ça a été publié dans Nature Neurosciences il y a quelques jours. Et donc, en gros, dans la vidéo de démo, ils ont branché un énorme câble directement dans le cerveau d'une personne paralysée. Et donc, il y a une énorme machine derrière qui travaille aujourd'hui. Et donc, on n'est pas dans la miniature qu'Aurélien pouvait proposer juste avant, mais le but après, la prochaine étape, c'est de le miniaturiser. D'abord, c'était de pouvoir prouver que c'était possible. Et ils ont réussi ce qui était pas possible, c'est-à-dire que maintenant, la personne parle en quasi temps réel sur le système. Et alors, comment fonctionne le système ? C'est assez amusant, parce qu'il n'essaye pas de déchiffrer ce que la personne essaye de dire en se disant là, je vais analyser tel truc, et là, il voulait peut-être dire tel mot. Non, en fait, pour que ça fonctionne, le patient doit... Enfin, le patient, oui, le patient, disons le patient, il doit essayer de parler, en fait. Et c'est le fait de faire bouger ses muscles, qui ne bougent plus, qui est détecté par la machine. Okay. Donc il y a une forme d'apprentissage au début. On dit, ah oui, ok, là il essaye de faire bouger tel muscle dans tel sens, tel sens, tel sens. Mais c'est grâce à ça en disant, ok, là tu as essayé de dire tel mot, c'est telle intonation. Et ils arrivent à une rapidité de text-to-speech qui est équivalente à ce que fait un Alexa ou un Siri. Donc ils disent, c'est tout à fait utilisable par le commun des mortels dans une conversation, sauf qu'aujourd'hui il faut un câble dans ton cerveau et une grosse machine. Prochaine étape maintenant, c'est de réussir à mettre tout ça dans un grain de riz pour réussir à avoir une interface qui soit acceptable pour ces patients. Donc voilà, c'est un truc qui a commencé en 2023. Ici, ils ont réussi à le faire aller 8 fois plus vite. C'est du quasi temps réel. Donc chapeau les gars, il y a des gars de Berkeley, il y a des students, il y a un peu tout le monde, ils ont posé un sacré nombre de personnes là-dessus, donc on peut espérer que l'étude puisse aller plus loin et arriver à quelque chose de commercial, médical, pour que ce soit non invasif. J'avais lu, et je ne sais pas si c'est le même c'est le même sujet, ça j'en suis sûr, mais je ne sais pas si c'est le même résultat de recherche, où ils étaient arrivés aussi à faire parler quelqu'un, c'était une femme, je pense, qui avait eu un infarctus, et qui, à la suite de cet infarctus, avait perdu l'usage de la parole, et ils sont aussi arrivés à faire en sorte qu'elle puisse parler. En plus de ça, là, c'était reproduit par une voix de synthèse. Elles sont bien faites aujourd'hui, c'est pas une voix métallique, etc. Et là, il y avait quand même une limitation, c'était le nombre de mots de vocabulaire utiles, c'était 1100 mots de vocabulaire, si je ne dis pas de bêtises. Et il y avait aussi un peu d'intelligence artificielle derrière, parce que dans le contexte, pour arriver à faire une phrase correctement composée, même si c'est pas nécessairement le fruit de la pensée de la personne, le sens, en tout cas, est respecté pour arriver à faire une phrase compréhensible de tout le monde, quoi. Et ça partait un peu dans ce sens-là aussi. Ouais. Voilà.
c'est une recherche qui avance. C'est pas encore totalement fini, c'est pas encore totalement gagné. Mais c'est il y a 20 ans, on a dit que c'était du délire absolu. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à sortir des modes, qui arrivent à jouer à Pong. Alors, tout le code du projet est disponible sur GitHub. Si vous voulez aller voir, là aussi, il y a les liens dans l'article. Oui, mais n'allez pas attaquer votre petite sœur et essayer de brancher un câble dans le cerveau de votre petite sœur pour la faire parler. Mais le code, le code est là. Et, ne le faites pas chez vous. Et le modèle aussi. C'est un peu ça. Mais si vous voulez reprendre, voilà. Mais je trouve ça passionnant, hein, effectivement. Je suis comme toi. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien, sûrement aussi passionné. Oui, c'est passionnant. Ça m'évoque une réflexion. Je me suis retrouvé dans une réunion avec une personne sourde il y a pas très longtemps, en visio avec une personne sourde il y a pas très longtemps. Et je me demandais si ce genre de techno, est-ce que ça existe déjà peut-être, hein, mais en tous les cas. Et donc dans ce cas-là, c'est du speed to text libre. Est-ce que ça existe? Est-ce que le vidéo to speech, est-ce que ça existe pour la langue des sourds? Je sais pas. Mais là, en l'occurrence, toi, ton call, tu l'as fait en visioconférence. Alors, je l'ai fait en visio et il y avait une traductrice. Ah, d'accord, ok. Si tu prends un Google Meet standard, en temps réel, il peut te mettre le sous-titre. Il t'écrit il te fait le sous-titre en temps réel. Donc, c'est possible. Mais pas sur la langue des signes. Ah non, pas sur. Non. Il faut qu'il sache lire le français, l'anglais ou quoi que ce soit. Mais par contre, tu peux non seulement le comprendre et te le traduire en temps réel. En plus. Oui. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de langue des signes, mais il y a tout plein de langues. Je fais appel à ceux qui nous écoutent dans une langue qui n'est pas le français, parce que, attention, il paraît, j'ai vu ça quand je vais sur YouTube, dans notre studio YouTube, apparemment, YouTube maintenant traduit les vidéos dans d'autres langues, mais oralement. C'est-à-dire, il faisait déjà ça en sous-titres, approximativement. J'espère que c'est moins approximatif parce ils le remettent dans la voix avec 3 langues, je crois, anglais, espagnol. Avec nos propres voix. Ça, je sais pas. J'ai pas tout lu. Je me suis dit, aïe. C'est ça, je me rappelle m'être dit. Mais voilà. Si vous nous écoutez dans une autre langue. Mais ils le savent pas. Mais si, c'est parce que nous, on parle français. C'est pas pour nous vanter, mais nous, on parle français. Même ça, il traduit. Et nous, on parle espagnol. La masse espagnole. Caramba, encore raté. Donc, voilà. Tout ça pour dire que ça évolue de ce côté-là aussi, et que si ça augmente aussi le spectre de nos auditeurs, tant mieux. Si effectivement, ce qu'on dit est respecté. J'ai un gros doute là-dessus. Et donc, si les gens nous regardent, parce qu'ils trouvent ça drôle, parce qu'on dit des gros mots, peut-être, j'en sais rien. C'est tant mieux, c'est de l'audience aussi. Allez. Bon, allez, on passe au bloc-notes. Le bloc-notes, c'est mon bloc, c'est mes notes, parce que moi aussi, je fais de la veille technologique durant la semaine, et je prends quelques news comme ça et là, pour vous en parler. Dans chaque épisode, OVH Cloud a obtenu la certification Necnum Cloud 3.2 pour sa plateforme Bare Metal Pod, en répondant à plus de 360 exigences techniques tout de même, organisationnelles et juridiques. Cette certification est délivrée en France par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. La plateforme Bare Metal Pod est conçue pour garantir une sécurité renforcée avec chiffrement des données, gestion des clés, isolation réseau et traçabilité complète. Des organismes publics comme l'AIFE, je ne sais pas ce que c'est en France, l'AIFE, ça ne te dit rien? Bon, voilà, ça, en tout cas c'est public, ou des entreprises partenaires telles que Capgemini utilisent déjà cette solution sécurisée. OVH Cloud prévoit d'étendre cette certification à ses services de cloud public d'ici la fin de l'année 2025, consolidant donc son rôle dans l'écosystème cloud européen souverain. Malgré cette réussite, il faut bien le dire, OVH Cloud fait face à des critiques concernant des problèmes passés, notamment liés à la gestion des sauvegardes lors, rappelez-vous, de l'incendie de 2021. Et oui, le web n'oublie rien, et c'est bien dommage des fois. Google, oui, non l'AIFE. Oui, j'allais te dire ce que c'est l'AIFE. Ah, d'accord, vas-y, je t'en prie. L'AIFE, c'est l'Agence pour l'informatique financière de l'État. En gros, il gère les budgets comptables de l'État et tout ce qui est facturation, marché public et tout bazar. Donc c'est quand même important. Peut-être Chorus, peut-être la plateforme Chorus du coup. C'est ça, Chorus, oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est quand même... Mais en même temps, si...
S'il y avait un budget à gérer, on le saurait. Hein, non je savais qu'il allait. Je vois ça. Quand je le regarde, je sais quand il va dire une bêtise. Bref, parlons de Google qui déploie une fonctionnalité de chiffrement de bout en bout pour Gmail. Gmail Entreprise, je tiens à le préciser, simplifiant la sécurisation des messages internes et externes. Le chiffrement est désormais géré côté client avec des clés administrées par l'entreprise elle-même, offrant un contrôle total des données et empêchant Google donc d'y accéder. Les destinataires utilisant Gmail verront une bannière indiquant nouveau message chiffré, tandis que les utilisateurs d'autres services recevront un lien sécurisé via un compte invité temporaire de Workspace, donc la plateforme de Gmail. Un modèle d'IA renforce la détection des spams et phishing grâce à l'analyse des signaux provenant de milliards de terminaux, paraît-il. Et puis la fonctionnalité sera déployée progressivement avec une version bêta, d'ailleurs dès maintenant, dès cette semaine, et une extension prévue à tous les services de messagerie d'ici la fin de l'année. Autre info dans ce bloc de... Ah, déjà, pardon, je faisais pas attention. Ah oui. J'ai vu des doigts se lever, je ne sais pas lequel. Oui. Oui, c'est vrai, c'est Bibi. On ne l'a pas mis dans les news, mais il y en avait un autre. Qu'est-ce que tu dis, Gmail, version sécurisée, tout le bazar. Il y a Mozilla qui a aussi annoncé aujourd'hui Thundermail, qui est en fait un concurrent à Gmail, respectueux, vie privée, sécurité, machin, tout le bazar. Et donc voilà, allez creuser Thundermail si ça vous intéresse. C'est il me semble qu'on en avait parlé déjà la semaine passée, mais juste peut-être évoqué, ou alors je l'avais lu en marge de la préparation de l'épisode. Ça a été annoncé le 2 avril. Donc, écoute, voilà, c'est que j'ai fait un bond dans le passé, dans le futur. Ouais. Donc, je sais pas comment ça s'est passé. Il y a un truc dont je doute, c'est crypté de bout en bout, mais par contre les spams ils sont filtrés d'après des millions d'utilisateurs. Oui, c'est ça. C'est la partie poisson d'avril de cette news, je pense. Mais il en fallait. Il y a un truc là, moi je comprends plus. Mais je pense que c'est en marge de cette information-là, ils ont aussi indiqué le filtrage des spams dans Gmail. Bon, voilà. Mais quand c'est crypté de bout en bout, il n'y a pas de filtrage de spam du coup. Mais non. Parce qu'un spam peut être crypté de bout en bout. On est d'accord. Je parle d'autre chose. Tais-toi. Le générateur d'images de ChatGPT suscite un engouement massif. Ça, on l'a tous remarqué cette semaine, mais ça entraîne aussi des abus. ChatGPT permet de, par exemple, falsifier des notes de frais, une utilisation inquiétante donc de l'intelligence artificielle. Le générateur d'images, très performant, peut créer des reçus fictifs avec un réalisme saisissant, facilitant potentiellement la fraude. OpenAI inclut des métadonnées dans les images générées, mais celles-ci peuvent apparemment être contournées facilement. L'entreprise affirme que ces usages ne sont pas forcément frauduleux et peuvent être utilisés à des fins éducatives, bien sûr. Toujours est-il que des utilisateurs ont généré de faux tickets de caisse très réalistes et que les outils automatisés et informatisés de gestion qui collectent ce type de tickets afin de valider les notes de frais ne parviennent pas à distinguer les images authentiques des visuels générés par l'IA. Évidemment, ça pose quelques soucis. Certains ne se sont pas gênés pour gonfler leurs notes de frais. Voilà, et ça, il faut le savoir aussi. Ça se faisait déjà, il y en avait déjà qui le faisaient avec Photoshop, hein, il faut être honnête aussi, mais c'est beaucoup plus facile ici, manifestement. On donne le modèle à ChatGPT, on dit quel montant on veut à la place, et il fait sa petite affaire. Je voulais rajouter un truc, Sébastien, avant qu'on passe à la suite. Ouais, parce que quand ils disent qu'ils taguent les images, s'ils mettent ça dans les exifs, c'est en gros un petit tag qui est au début du fichier. C'est facilement. Ouais. C'est en 3 secondes. Hein. Oui, tout à fait. Ça n'a rien de. C'est pas. Voilà. Vraie sécurité. C'est pas une vraie sécurité, effectivement. On n'a rien à dire de plus là-dessus. On peut passer à la suite. Passons à la suite. On va encore parler électronique. Aurélien, avec 2 outils pour électroniciens, on va dire débutants, quoique ceux qui n'ont plus touché à un fer à souder comme moi depuis presque 30 ans seront peut-être intéressés aussi. De quoi s'agit-il ? Alors, oui, j'ai 2 news sur de l'électronique, après je vous promets, je parle d'autre chose. Oui, je suis tombé cette semaine sur une news de Corben qui présentait l'outil Wokwi, W-O-K-W-I. Mmh. Et je vous parlais d'un deuxième outil juste après, en revenant sur Wokwi. Donc Wokwi, c'est un simulateur dans une page web. Si vous voulez, vous dites, tiens, vous voyez un projet intéressant ou vous avez une idée de faire un projet intéressant, mais vous n'avez rien chez vous.
vous êtes un gars, un soft pur, vous n'avez pas un fil, pas une résistance, pas une LED, pas une carte, rien. Ou pas envie de les sortir. Et vous dites... Pardon ? Ou pas envie de les sortir de la boîte. Pas envie de les sortir de vos cartons, je ne sais pas. Et donc, vous pouvez utiliser Walkwi, qui est une application web, on peut dire ça, qui vous permet de simuler à la fois la partie hard et la partie soft. Donc, vous avez un écran qui est coupé en deux. D'un côté, vous avez le code, et de l'autre côté, vous avez... le hard, les cartes, les câbles, les résistances, voilà. Donc vous pouvez simuler à la fois des cartes que vous avez des cartes que vous pouvez acheter dans le commerce. Alors je vais faire la liste, ça prend en charge les Arduino, les ESP32 et les ESP8266, c'est généralement les cartes Wemos et ce genre-là. Raspberry Pi Pico. Je vous rappelle que Raspberry Pi, c'est pas que les single board, des ordinateurs single board sur lesquels on met des distributions Linux. Raspberry Pi a sorti depuis, je l'avais chroniqué il y a au moins 2 ans, je crois. Ouais, je pense. Le Raspberry Pi Pico, qui est une petite carte avec un microcontrôleur qui n'embarque pas de système d'OS au sens Linux, avec une puce qui s'appelle la RP2040. Certaines cartes ST Microelectronics, les STM32, que Sébastien connaît bien d'ailleurs, je crois. Les cartes AT Tiny. Donc voilà, donc vous avez déjà une bibliothèque de cartes que vous pouvez acheter dans le commerce pour 3 francs 6 sous, autour desquelles vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez, des LED, des boutons, des displays, des capteurs en tout genre, des displays, des capteurs des moteurs, des drivers de moteurs pas à pas, des capteurs voilà, tout ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir à la fois créer votre code que vous allez mettre sur votre carte. Enfin, premièrement, tirer les fils entre la carte, Arduino et le câblage. Ensuite, créer le code que vous allez implanter sur la carte. Faire tourner ce code sur la fausse carte qui se trouve sur la droite de l'écran. Avoir comme si vous étiez dans l'environnement de développement, l'accès à la console série, l'accès au débugger, la possibilité de mettre des points d'arrêt. Qu'est-ce que j'oublie d'autre ? Tout comme si vous étiez dans la simulation. Si votre carte, elle communique avec Internet, vous pouvez faire semblant d'envoyer des trames HTTP, des requêtes MQTT, des envois d'URL. C'est un vrai simulateur, quoi. C'est un vrai simulateur. Ouais. Vous pouvez écrire votre code dans tous les langages qui existent, comme si vous étiez dans l'éditeur, l'IDE, donc Arduino. Vous pouvez écrire en langage C, C++, en MicroPython, en Rust. Enfin, vous êtes complètement libre. Et ce que je trouve vraiment pas mal, c'est que si vous êtes par exemple des étudiants et vous voulez travailler sur ce truc-là, vous partagez un URL et hop, chacun peut essayer, cliquer sur les... Parce que donc vous pouvez à la fois interagir avec le code, mais vous pouvez aussi interagir avec les boutons. Bien sûr. Imaginez que vous ayez des boutons poussoirs dans votre circuit. Donc, c'est un truc qui est super bien fait. Je voudrais bien savoir comment ça fonctionne derrière, parce que franchement, à mon avis, il y a du gros boulot derrière tout ça. Évidemment, un gros intérêt, c'est pour faire de l'enseignement. Imaginez que vous êtes prof de techno, soit au collège, soit au lycée, c'est hyper intéressant. Et puis, petite cerise sur le gâteau, toutes les bibliothèques que vous pouvez retrouver dans les IDE, Arduino et compagnie, il y en a une grande partie qui sont compatibles avec Walkwi. Donc, Fast LED pour faire des LED adressables, tous ces trucs-là. Donc, c'est vraiment sympa. J'ai pas eu le temps de trop jouer avec, mais je trouve que rien que il y a quelques exemples qui sont assez chouettes. Il y a quelques exemples. On peut même apparemment contrôler des servomoteurs et des choses comme ça. Ça existe aussi. C'est génial. Vous voulez faire une prise connectée, une prise intelligente à votre sauce, vous pouvez le faire. Tu peux le faire. Voilà. Et alors,
le deuxième volet que je voulais aborder, alors là, c'est moins drôle. C'est que vous le savez, dans les technos, l'intelligence artificielle, on se méfie toujours de ces deux mots-là. Et aujourd'hui, il y a des services, des entreprises qui se lancent pour mettre de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Et quand je dis toutes les sauces, c'est vraiment toutes les sauces. Il y a maintenant, dans le domaine de l'électronique, moi je travaille un peu dans ce domaine-là, voire beaucoup dans ce domaine-là, quand vous devez faire une carte électronique qui a certaines contraintes de dimension, par exemple, parce que vous devez rentrer dans un carter, dans un endroit qui est contraint, vous allez donc dessiner une carte, implanter vos composants, dessiner un schéma. De ce schéma, vous allez en faire un routage, c'est-à-dire que vous allez mettre sur votre carte électronique des pistes qui vont devoir ne pas se croiser, sinon c'est foutu en court-circuit. Donc jouer avec des couches, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a des gens comme Flux.ai qui proposent des services pour que une intelligence artificielle vous fasse tout ce travail-là à partir d'autres conceptions que d'autres personnes ont faites, puisque ça, on le rappelle, l'intelligence artificielle, ça ne fonctionne qu'à partir d'autres cartes qui ont été conçues par le passé. J'ai lu pas mal de forums sur des gens qui utilisent ça, certains qui en sont contents, d'autres qui disent que voilà, ça ne peut être que des projets simples, qui sont des exemples, allumer une LED, qui sont... j'allais dire sans aucune intérêt, sans être péjoratif, de niveau débutant, quoi, des choses d'une complexité relativement faible. Et franchement, je suis atterré de voir que un routage, par exemple, ça peut se faire simplement avec une feuille et un crayon de papier et faire des essais, gommer, recommencer. Enfin, il y a une certaine logique et une certaine... un certain nombre d'itérations qu'il faut faire, mais qu'on peut très bien faire avec juste se poser avec un papier et un crayon et faire tourner des intelligences artificielles là-dessus pour ça. Moi, j'appelle ça une dérive et je suis très sceptique par rapport à ça. Peut-être pour les choses... Alors, je te coupe 2 secondes. Peut-être pour les choses simples... les choses simples, je suis d'accord avec toi, parce qu'effectivement, moi, j'ai fait ce genre de choses, et c'est vrai que R+Z, il y a un côté... moi, personnellement, je trouvais que c'était assez ludique, en plus de faire ce genre de truc. Je suis peut-être un peu malade, cinglé dans ma tête, ça, c'est un autre problème. Mais quand on commence à faire du multicouche, etc., si ça rentre dans une complexité, dans un dimensionnement qui peut des fois dépasser la logique du pauvre cerveau qu'est le tien ou le mien, et être aidé par un soft, alors peut-être pas une intelligence artificielle, peut-être quelque chose, un algorithme ou quelque chose qui va un peu réfléchir et interpréter ton schéma électronique pour faire en sorte que on limite le nombre de couches, on limite le nombre de ponts, etc., etc. C'est peut-être pas complètement crétin pour gagner du temps. Je dis ça, je veux pas être... je comprends tes arguments aussi. En tous les cas, je demande à voir sur un cas qui n'est pas fait avec des... qui est fait... parce que quelque chose de vraiment complexe, quoi. Des logiciels qui font de l'autoroutage, ça existe depuis des lustres. Oui. J'ai jamais eu ça. Et ce n'est pas basé sur des... le travail d'autres personnes. Sur des algorithmes qui prennent d'autres cartes en entrée. Ouais. Je comprends. C'est un algorithme qui est de la logique, qui est itératif, qui est de la logique pure, qui est récursif d'ailleurs. Et à partir de ça, on peut déduire le nombre de couches dont on a besoin, et le nombre de vias, ainsi de suite. Mais voilà, bon, je n'ai pas testé cet outil, mais j'ai eu pas mal de gens qui m'en ont parlé, et je suis très sceptique par rapport à ça. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Alors, j'ai des choses à dire. Alors, Wokwi, d'abord, c'est une boîte israélienne. Moi, j'aime bien. Moi, je dis franchement, j'aime bien. Ça, je m'amuse avec ça. Donc, en fait, c'est gratos si tu fais de l'open source. Après, si tu veux faire de lobby, tu dois payer $7 par mois, et alors, tes projets ne sont pas listés publiquement.
Ouais. Si tu fais de l'hobby plus, là, tu peux avoir plus de... Enfin, voilà, il y a de plus en plus de trucs jusqu'au pro. Le pro est à 25$ par mois. C'est franchement pas cher payé pour le projet. Mais je me suis amusé pendant ce temps-là à prendre un truc simple qui allumait une LED et qu'ils avaient fait un petit circuit classique avec une résistance. J'ai dégagé la résistance, la LED s'allume toujours sans problème. Oh, ça va pas tourner beaucoup dans la vraie vie, ça. Ça va avoir un petit bruit sympathique. Ouais. Mais donc, j'ai pas de warning là-dessus, ça fonctionne. Donc, faut faire gaffe aussi à ce qu'on fait. C'est peut-être, voilà. Faut peut-être un peu se documenter, voir les contraintes, les limitations, etc. Moi, je trouve que ça pousse déjà le truc assez loin. Mais oui, mais sur le principe, je trouve un joli bruit. Oui, là, tu vas, oui, effectivement. Mais une fois. mais sur le principe, je trouve que ça permet déjà d'avoir une vision. Non, c'est génial. Je trouve ça chouette, moi. Franchement, c'est génial. Là, je parlais de ce côté ludique, je trouve que c'est particulièrement ludique sur le coup. Non, c'est un super tool qui existe depuis 5 ou 6 ans. Ah, quand même. Et apparemment. Mais bon, il rajoute au fur et à mesure des trucs, des nouveaux modèles. Donc franchement, c'est un chouette tool. Pour l'autre tool, je vais un petit peu challenger Aurélien là-dessus. C'est que il y a 1 an, on m'aurait dit ChatGPT, tu génères un morceau de code, ça te casse la tête, tu vois les devs ils sont foutus, etc. Et la première réaction, c'est une réaction de non, c'est un stagiaire bourré qui écrit du code de merde et rien à foutre, moi, tu vois, t'as un petit peu d'ego, je fais mieux le code que ChatGPT. Et je me suis pris quand même au truc avec l'année écoulée, à me dire de temps en temps, je dois lire une doc, ça me saoule, je lui demande de la lire pour moi, d'écrire un premier truc, et en fait, si tu l'utilises correctement, tu peux gagner du temps. Tu feras pas tout ton taf, mais tu gagnes du temps en disant ok, bon voilà, j'ai juste la base, j'ai pas besoin de me taper les 200 pages de doc parce que je voulais pas lire le truc dans le détail, je voulais juste faire une fonction qui était peut-être à la page 42 et j'avais pas envie de lire toute la doc parce que j'ai autre chose à foutre. Et donc il le lit en 2 minutes et il t'écrit juste la base et après tu retrouves les fonctions, tu dis ah c'est celle-là que je dois utiliser, facile, et tu vas lire. Effectivement, souvent le code est pourri, il fonctionne pas toujours du premier coup, mais au moins t'as un premier truc, tu dis ah ok, je vais pouvoir réécrire mon code comme ça, c'est pas tout à fait couillon, il y a des trucs, il y a des idées à reprendre parfois. Et donc sur l'électronique, je pense que là aussi parfois tu vas te dire tu peux gagner du temps. Il va pas te faire tout ton projet, il va pas te remplacer, mais tu peux gagner du temps. Alors là, sur ce genre de truc-là, et Aurélien sera à mon avis d'accord avec moi, s'il t'envoie sur une mauvaise piste, tu vas galérer. Mais sur le code aussi, tu vas, ouais, sans doute aussi sur le code. Ouais. Tu vas galérer après pour mettre le truc droit et finalement tu vas perdre du temps. C'est pareil. Non, mais sur le code, c'est tout pareil. Et je te promets que j'étais franchement réfractaire comme Aurélien. Et à un moment, tu commences à utiliser ces tools et tu dis ouais, je gagne du temps. Un bon dev ou un bon électronicien, un bon ingé va gagner du temps. Sans doute. Ouais, utilise-le, gagne du temps. Utilise-le plutôt que de le combattre parce que c'est un des petits trucs. Oui. C'est un vrai débat. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien, avant qu'on passe à la suite, ou pas? Je vais l'essayer. Essaye. Ah, du coup, il faut faire un avis. Mais il faut se faire aussi un avis en situation, effectivement. Et si vous, qui nous écoutez, avez déjà testé ce type d'outil à la sauce AI ou IA, c'est comme vous l'entendez, d'aide à la création, au développement, que ce soit hardware, software ou autre. Et que vous en avez été... pas la résistance sur la LED. Mais n'oubliez pas la petite résistance, parce que là, effectivement, ou alors vous êtes artificier. Un petit bruit, ça fume, ça pue. Ouais, mais sinon, si vous êtes artificier, ça peut s'expliquer. Allez, on passe au sujet suivant. Sébastien va reprendre la parole pour parler de l'Europe qui commence à s'éveiller doucement, entre autres sur les cryptos peut-être, ou sur l'usage qu'on peut en faire, puisque les banques commencent à investir en crypto. Oui, et alors c'est Aurélien qui m'a mis sur la piste de ce sujet, et j'avoue qu'en tant que Belge, BPI France, moi je vois pas, je connais pas. Mais c'est intéressant, donc je suis certain qu'il aura 2-3 mots à dire sur cet article. Mais ils ont fait une annonce intéressante, c'est que c'est une première banque publique qui va sortir des gros sous pour investir dans le monde de la blockchain. Alors on revient un petit peu sur les sujets qui fâchent pour le moment, parce qu'on est dans une forme de guerre économique entre les différentes puissances mondiales.
l'Europe pour moi en étant une dans sa globalité. La France ici va sortir via BPI France 25 millions d'euros pour investir dans différents projets. Et alors, ce que j'apprécie, c'est que c'est pas juste des projets comme beaucoup de fonds vont investir dans des projets où ils vont se dire ok, ils ont déjà quelque chose, on y croit, et on va scaler le truc, hein, parce que là du coup on prend peu de risques pour nos brousoufs. Ici ils vont investir de 300 000 à 2,5 millions d'euros, mais aussi dans du pré-seed, donc vraiment quand le mec arrive en disant j'ai une idée mais j'en ai pas encore touché une, je pense que ça va fonctionner, jusqu'à des séries A, donc assez haut. Et donc 25 millions c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Parce que 25 millions, si tu fais des tickets à 2,5, bah, ça ne te fera que 10 boîtes qui vont rentrer, mais probablement qu'ils ne mettront pas 2,5 millions dans tous les projets. Et donc, voilà, c'est pas la première fois que les mecs investissent. C'est pour ça que ce nom doit déjà être connu en France, parce qu'ils étaient aussi depuis plus de 10 ans dans le dev blockchain et autres, avec déjà des startups qui n'en sont plus aujourd'hui, comme Ledger, qui ont été aussi liées à. Donc voilà, il y a d'autres boîtes, mais celle-là est la plus connue. Je vais y arriver. Mais il faudra un peu plus. Il faudra pas que 25 millions. Il faudra plus d'initiatives comme ça, que ce soit en Europe, en France ou dans le reste de l'Europe. Mais voilà, c'est toujours positif de voir des fonds arriver pour développer des technos, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé beaucoup de crypto ici. Ça fonctionne toujours, il y a toujours plein de projets. Investissement et start-up, etc. Ça nous change des 100 000 euros presque prêtés du bout des doigts. Tu vois, l'investissement, entre guillemets, mais on n'y croit pas trop ou pas assez. Ou... Est-ce qu'avec ça, vous avez assez, monsieur? Voilà, ça va un peu bon, comme c'est quand même possiblement une piste pour la finance de demain, en plus, ouais. Voilà. Et effectivement, Aurélien avait peut-être un truc à rajouter là-dessus ou pas. Donc BPI pour les francophones qui sont pas français. Ça arrive. Donc BPI, Banque publique d'investissement, donc elle accompagne à la fois des projets innovants du gars qui a l'idée et qui n'a même pas encore le prototype, jusqu'à accompagner les levées de fonds chez de la private equity. Mais ça peut être aussi, vous avez une boîte qui tourne depuis 30 ans et vous avez un projet d'investissement parce que vous voulez vous moderniser, acheter de nouvelles machines et autres, ou vous robotisez par exemple, BPI peut être là pour vous épauler. Donc oui, non, mais je trouvais l'info intéressante. Maintenant, bon, c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière, et 25 millions pour BPI, c'est pas grand-chose. Hein. Mais en crypto. C'est ce qui change peut-être de la donne habituelle. Voilà, c'était la première fois en crypto. C'est la première fois en crypto. C'est une question de mindset aussi, hein, parce que quand le public accepte, c'est autre chose. Il y a 5-6 ans, on avait fait un projet dans la boîte que je dirige en crypto, qu'on avait présenté à la région en disant bon les gars, nous on peut faire ce truc, mais il va falloir nous filer un petit coup de pouce. La région avait accepté en disant top, génial, enfin voilà, on a de toute façon une boîte qui veut faire ce genre de truc, on investit. Et c'est après le receveur qui a dit ben non, nous jamais on va mettre un sou dans des gens qui font de la monnaie dans une cave. On dit mais ça, t'as pas lu le projet, t'as rien compris, la crypto c'est pas juste du bitcoin, etc. Il y a des projets qui peuvent être derrière, industriels. Et donc à partir du moment où effectivement le public se dit qu'on investit dans ce genre de techno parce qu'il y aura des intérêts commerciaux après, hein, ou militaires ou économiques, c'est un signe d'importance sur un secteur qui, ces derniers temps, sont pas trop dans la ligne de mire des médias traditionnels. Les cryptos sont un petit peu pas passés de goût, mais non, parce que pour les médias traditionnels, c'est pas assez impressionnant, ça. Voilà.
les tokens étaient bien plus impressionnants sans que personne... Ou les NFT avec des singes. Voilà, c'est les NFT avec des singes. Effectivement, là, ça parlait plus aux gens, même si personne comprenait. C'est le paradoxe des cryptos et de la blockchain, c'est comme ça. Ok, bon, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là, parce que c'est vraiment intéressant, cette histoire-là. Comme c'est le dernier sujet, moi je l'aurais titré « Un suppôt et au lit ». Oui, c'est un peu ça. Parce que ça ressemble un peu à ça, il faut être honnête. Oui. On va reparler d'Hyperloop, qui est une idée à l'origine d'Elon Musk, si je ne dis pas de bêtises. Il avait lancé cette idée, il me semble, de système de capsules métro dans les tunnels, etc. Où je dis des bêtises. Oui, si je dis non, c'est juste. Oui. Alors, je pourrais vous donner, je les ai dans mes notes, il y a 3 grosses boîtes qui bossent encore sur le truc. Hyperloop Transportation Technology, Transpod et Virgin Hyperloop One. Et Virgin, c'était pas une boîte de... Justement, c'est pas une... Coca, c'est Virgin Cola. C'est non, rien à voir. Enfin, non. C'est Richard Branson. Richard Branson, oui, c'est ça. Oui, il a Virgin Airlines, Virgin Coca, Virgin Music, Virgin machin. Virgin Music, c'est plus à lui. Il a vendu. C'est vrai. Ouais. Bon, voilà. Donc, alors pourquoi on reparle d'Hyperloop? C'est parce qu'il y a un article cette semaine qui dit que il y a une étude en cours pour installer un système Hyperloop, je reviendrai après sur ce que c'est, au Brésil, je crois, donc du port de Santos jusqu'à Sao Paulo, où aujourd'hui, dans le port, il y a des porte-conteneurs qui arrivent et des 5 000 à 15 000 camions qui font 2 heures de route sur une route montagneuse. Et donc, le fait de mettre des capsules Hyperloop sur le port et d'y charger un conteneur maritime permettrait d'économiser 4000 camions. Donc, vous imaginez des accidents en moins, de la pollution en moins. Donc, Hyperloop, je vous rappelle ce que c'est. C'est un suppositoire, comme le dit Marc, qui voyage à très très grande vitesse dans un tube fermé où on va diminuer volontairement la pression. Il n'y a pas le vide, mais oui, c'est ça. Oui, on diminue la pression, on fait pas un vide intégral, mais on diminue la pression, de manière à limiter les frottements liés à l'air. Et l'objectif, c'est que on peut aller beaucoup plus vite. On parle de 1200 km/h en vitesse maximale. Alors après, ça c'est la vitesse théorique maximale sur une ligne droite, mais on sait bien que les trajets entre deux villes, on ne peut pas tirer la ligne droite tout droit. Non. Donc il y a des virages, donc on est obligé de réduire un peu la vitesse et on irait de l'ordre de 600 km/h de moyenne. Donc en fait, le trajet de 2 heures, on le ferait en moins de 20 minutes. Tout à fait clair. Donc l'idée, c'est de mettre 5600 capsules. Ah oui, quand même. À la queue leu. Alors à la queue leu, mais on les éloigne de la distance de freinage nécessaire si jamais il y a un problème. Qui contiennent chacun un conteneur maritime et on les envoie direction Sao Paulo. Et voilà, même si il y a un investissement assez important, 9 milliards d'euros pour fabriquer et un coût d'exploitation de quasiment 1,5 milliard d'euros, le projet de construction de cette Hyperloop de 169 km serait économiquement viable et rentable. Et c'est c'est la première fois qu'on se dit, tiens, ce projet-là, même si techniquement c'est compliqué, même si, ça peut être très rentable. Donc il y a 3 entreprises, je l'ai dit, qui travaillent sur ce mode de déplacement, on va appeler ça comme ça. Tu fais bien de le préciser parce que beaucoup ont abandonné. Il y avait. Dans l'article que tu partages, il y en a un c'est une suite d'articles sur le même thème, et il y en a un de 2018 dont le titre déjà, Hyperloop, est une formidable escroquerie technico-intellectuelle, selon un expert français. Oui. C'était, voilà. Je vais en parler. Donc la boîte en question qui serait en lice pour créer ce truc-là, c'est la boîte Transpod,
qui est une entreprise canadienne. Et alors, je ne savais pas qu'il y a une voie d'essai, ou en tous les cas des moyens d'expérimentation en Haute-Vienne, en France. D'accord. Alors, je ne sais pas si jamais il y avait quelqu'un qui pourrait nous mettre en relation pour faire un dossier sur ce truc-là, ça m'intéresserait vraiment. Parce que ça doit être... Enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent être confidentielles, mais ça m'intéresserait vraiment d'avoir une vision de ce projet-là, une vision technique. Et voilà, je pense qu'il y a eu une mauvaise presse sur Hyperloop parce que les gens, notamment les gens de chez Alstom, de la SNCF et autres, en France, voient ça comme un concurrent à très grande échelle du TGV ou autre. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que les gens de Transpod voient les choses. Ils imaginent des capsules entre 27 et 40 personnes à l'intérieur. Hein, vous imaginez que c'est la taille d'un bus, j'imagine. Enfin, 27 à 40, même c'est un petit bus. Et qu'ils envoient une capsule toutes les 1 à 2 minutes. Et en fait, le but, c'est d'entrelacer des capsules de fret avec des capsules de passagers en fonction de l'arrivée des passagers, en fonction des besoins des passagers. On pourrait les accoupler, les pads, comme un TGV, et ça serait pour le coup un transport qui serait peut-être plus flexible. Et puis du coup, on pourrait aménager un vide, les diminutions de pression qui coûteraient de l'énergie, clairement. On pourrait ne les faire fonctionner que quand on en a besoin. Donc aujourd'hui, ils travaillent sur un système. Il y a plus. Pardon, je vais reprendre. Aujourd'hui, il y a plusieurs freins au système Hyperloop. Il y a le système de freinage. Oui. Parce que les gens disaient ouais, mais comment on va s'arrêter dans une capsule qui est quasiment en lévitation dans un tube. Donc il y a des boîtes au Canada et des étudiants aussi qui ont travaillé sur un système type atterrissage. Donc en fait, il doit y avoir une sorte de train qui permet de reprendre un contact physique avec le tube et puis de venir freiner de manière la capsule. Et puis tout ce qui est rayon de courbure. Hein. Aujourd'hui, un train, c'est vissé au sol par des rails. Et donc, on incline les rails quand on veut passer une courbe et puis que nous, on ne soit pas projeté contre les fenêtres quand on prend une courbe à haute vitesse. Là, c'est plus compliqué. Donc déjà, les rayons de courbure ne sont pas les mêmes. Et puis, la capsule, il faut imaginer qu'elle n'est pas... Elle ne circule pas sur des rails, elle peut carrément tourner dans le tube. On va faire une spirale, mais en fait, vous pourriez être collé à l'horizontale à la place d'être à la verticale sans vraiment vous en rendre compte, puisque tout se ferait de manière hyper douce, mais forcément. Hein, à vitesse commerciale. Voilà, à vitesse. Non, mais à 600 km/h, je dis ça parce que j'ai pris le TGV Méditerranée la semaine qui a précédé son ouverture à vitesse commerciale, et ils se sont arrêtés justement dans une courbe, et j'ai passé 20 minutes avec mon visage collé à la fenêtre. Parce que tout penchait peut-être à 20 degrés facilement, 20-25 degrés facilement, et on était tous penchés comme des idiots et collés quand on était côté fenêtre à la fenêtre. C'est très désagréable. Par contre, effectivement, à grande vitesse, on le sent absolument pas. À grande vitesse, tu le sens pas. Donc, par exemple, le projet Hyperloop n'est pas raisonnable dans un environnement montagneux. Il parle du projet Swiss Metro qui... donc je fais un coucou à Thierry, qui voulait mettre un système Hyperloop en Suisse, c'est pas le meilleur endroit, clairement. Ensuite, il y a le problème de la réduction de la pression et comment les gens à l'intérieur d'un pad ils vont respirer. Oui. Et là, les gens de Transpod répondent on travaille avec Liebherr. Liebherr, vous savez, c'est ceux qui font les grandes grues là, sur les chantiers. Oui, on voit ça. Ces gens-là, il y a une branche aérospace, Liebherr Aerospace, qui travaille sur tous les systèmes de ventilation et qu'on a dans les avions. Où, vous savez que dans un avion, 50% de l'air est recyclé et autres. Et donc, c'est un peu les mêmes contraintes que l'aéronautique.
et l'aérospatiale. Et donc, du coup, il y a des boîtes qui travaillent là-dessus. Il y a l'accélération aussi. L'accélération, le freinage, c'est aussi des contraintes sur le contenu du bidule. Mais techniquement, c'est passionnant. Ça fait un lien aussi avec l'article dont j'avais chroniqué la dernière fois que j'étais venu au Techno, qui était de l'augmentation de la vitesse commerciale sur le TGV en Chine. Voilà, on cherche toujours à aller plus vite. Quelle sera la meilleure solution technique pour y arriver? Est-ce qu'on garde des rails et on tend les caténaires comme des fous et puis on met des trains hyper confortables? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce projet n'est pas mort. Il est techniquement pas mort. Il y a des gens qui travaillent dessus et il y a peut-être des configurations où c'est économiquement viable pour limiter des pollutions de camions, des choses comme ça. Je regardais, parce que ça m'a intrigué cette histoire de piste de décès dont tu parlais en Haute-Vienne. Je suis tombé sur un vieil article, et ça se trouve depuis, les choses se sont arrangées, mais l'idée de départ, c'était de faire une vraie piste, une vraie ligne, d'un projet de ligne d'Hyperloop qui allait de Paris à Limoges, mais qui ne s'est pas fait, on le saurait, si ça avait été le cas. Et de ce projet-là n'a subsisté qu'une piste d'essai, effectivement, en Haute-Vienne, je n'ai plus l'endroit exact, mais au moment de l'écriture de l'article, le chantier n'était pas encore ouvert et c'était en 2023. Et d'après l'article toujours, le patron de l'entreprise canadienne dont tu parlais assurait à l'époque que les travaux débuteraient en janvier 2024. J'imagine que depuis lors, ça a abouti. Mais l'idée de départ, c'était un site qui avait été, en tout cas, une partie d'un site qui avait été supposément été évoqué pour une ligne. Donc voilà. C'est une ligne ferroviaire. Alors, qui, à ma connaissance, c'est pas une ligne qui n'est pas une ligne TGV, qui est une ligne Paris-Limoges. Voilà. Que ce soit en voiture ou en train Paris-Limoges, c'est... Oui. Ok, c'est... Voilà. C'est compliqué. Oui, parce que quand on en commence une, autant la finir, la phrase. Oui, autant Paris-Lyon, Paris-Bordeaux, Paris-Marseille, ça va, mais Paris-Limoges, Paris-Clermont-Ferrand... Oui, c'est ça. Il y a d'autres destinations en même temps. Il faut avoir envie d'aller à Limoges quand on vient de Paris. Ça, c'est un autre problème, évidemment. Mais c'est pas le débat. Sébastien, et puis après on conclut. Ah oui, j'ai des trucs, ils sont pas tous intelligents, mais j'en ai jeté quelques-uns quand même. Hein. D'abord, le premier point, je suis content, c'est pas Boeing. Parce que bon, ce serait quand même... Oh, voilà, c'était con, mais déjà... voilà. Non, mais c'est con, mais c'est vrai en même temps. Voilà. Deuxième truc, est-ce qu'on a pensé aux vaches? Parce que bon, avant, regardez passer les suppositoires. Regardez les trucs à 600 km/h, t'auras plus besoin d'abattoir. Les vaches, ça va être... On pourrait avoir des segments de tubes vitrés, c'est possible? Faut faire quelque chose. Faut penser aux vaches, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était pas plus intelligent que Boeing, mais voilà. J'en ai encore deux. Alors, le troisième truc, en fait, les mecs, je voudrais pas dire, mais ils ont peut-être, je suis sûr qu'il y a ça en France aussi, mais est-ce qu'ils ont déjà été dans un supermarché en Belgique? Moi, quand ils ont trop d'argent, ils mettaient ça dans un petit tube, ils faisaient... Et hop là, c'était là. Ça fait 40 ans que ça existe, les tubes où tu mets des trucs dedans sous pression, et puis ça arrive de l'autre côté. Le problème, quand ça arrive de l'autre côté, ça s'arrête parce que voilà, y a un mur. Donc l'arrêt n'était pas très bien maîtrisé, mais en même temps, le truc fonctionnait, il y avait des courbes, le machin, le truc est là. Et juste... Et c'était pas plus intelligent, j'avoue. Le quatrième est pas meilleur. Mais alors, c'est très bien de faire du fret. Je comprends qu'ils disent le fret, il n'y a pas de problème d'accélération, de machin, etc. Mais ta boîte de petits pois, à la fin, c'est de la purée quand même. Oui, c'est vrai. Ça dépend ce qu'on transporte. C'est ça que veut dire Sébastien. C'est humain. Je veux bien. Non, mais regardez la rail-route en France. C'est vrai. Oui, d'accord, mais 100 km/h, tes petits pois, ça va. Mais si tu as une accélération de plusieurs G qui t'amène à... C'est vrai que pour ça, que tes prises de risque avec la batellerie, on n'a pas ce genre de problème. Oui. L'accélération de la péniche, c'est moyen, ça doit être même supportable. Quoi. Non mais attendez, faut pas confondre accélération et vitesse maximum. Hein. Non, on est d'accord. On parle pas de zéro à l'accélération à la vitesse maximale tout de suite. Quand même, malgré tout, le passage à 100 km/h, il se fait en combien de temps? Juste pour... on sait pas. Donc, c'est comme... À mon avis, c'est doit être quand même... Allez faire un dossier en Haute-Vienne, je vous le dirai. Oui, c'est ça. Allons faire un dossier. Allons faire un dossier. Allons voir le tuyau. Intéressant, en tout cas.
cas. Hyperloop, moi j'ai toujours trouvé ça sympa, et c'est vrai qu'on le disait, hein, je vais le répéter là, mais il y a eu énormément de projets avortés. Aux Pays-Bas, entre autres, si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu un gros projet pour faire une ligne européenne, passant par Bruxelles, je pense, ou par une ville belge, si mes souvenirs sont bons. Ça avait tout complètement oublié ce machin-là. Il n'y avait pas de vrai porteur de projet, à part Musk qui l'avait un peu lancé médiatiquement, en tout cas ce concept, et d'autres sont jetés dessus, mais sans nécessairement avoir tous les moyens nécessaires. Et mais 9 milliards, c'est pas fou non plus, hein, par rapport au prix d'une autoroute. Non, mais il faut avoir de quoi transporter, enfin, il faut le chiffrer. Enfin, oui, mais 9 milliards pour un État, c'est pas non plus... Non, comme on le disait, ici, avec le nombre de trucs qu'ils ont à transporter et le camion que ça supprime, ça se rentabilise plutôt rapidement, enfin plutôt, j'y mets des guillemets, quoi. En tout cas, c'est intéressant, si ça se réalise, en tout cas, ça peut ouvrir des perspectives, parce que si l'un commence et que ça fonctionne, d'autres vont se dire, tiens, finalement, on aurait dû rester sur ce projet, allons-y. Et plus ça va se développer, facteur d'échelle, machin, tout ça. Voilà. Après, on a eu l'exemple en France, c'était le turbotrain, c'est ça, une espèce de monorail. L'aérotrain. Alors attends, je l'ai lu, je sais plus. Je sais plus, mais c'est un monorail en béton, hein, sur lequel venaient chevaucher des wagons, et c'était propulsé par des réacteurs, je pense, ou quelque chose, enfin, je ne sais plus exactement comment ça fonctionnait, et c'était très prometteur aussi, mais politiquement, c'était pas Alstom qui était derrière, en l'occurrence, et que derrière, il y avait le TGV qu'il fallait mettre en avant, et donc c'était un choix plus politique que technologique dans ce cas-là. Donc on comprend que quand on prend la presse d'il y a quelques années, on retrouve des articles qui sont plutôt négatifs à l'égard de l'un ou de l'autre, selon la position politique que la personne qui s'exprime enfin voilà, vous avez compris. Bref, je suis fatigué. 22h30 aussi. Oui, c'est ça. Je parle le plus tôt ce matin, moi. On est arrivé au bout de cet épisode. C'était le 488e épisode. Merci de l'avoir écouté, évidemment. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le commenter. Ça, je l'ai déjà dit aussi, me semble-t-il. Et par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast, quelles qu'elles soient. Comme ça, vous serez en plus notifié des nouveaux épisodes. Et puis, tant qu'on vous y est, et comme ça vous avez le kit complet des technos, abonnez-vous à notre infolettre via lestechno.be, vous trouverez la petite case pour remplir votre adresse mail. Pas de spam avec nous, un mail par semaine qui vous indique la sortie de l'épisode nouveau, et ensuite aussi vous renseigne sur d'autres informations dont on n'a pas eu le temps de parler dans un épisode, mais qui font aussi partie de notre veille technologique hebdomadaire, et comme ça vous avez un supplément, on va dire, d'informations grâce à cette infolettre. Merci à tous les deux, passez une bonne semaine, tous, autant que vous êtes, et on se dit à très bientôt. Salut.